Et merci, bonjour à tout le monde et merci beaucoup d'être là. C'est vraiment un plaisir de pouvoir avoir l'opportunité de partager avec vous des réflexions qui sont encore en cours, mais qui ont émergé de la mise en commun de travaux qui ont été réalisés depuis environ 8 ans, dans le cadre notamment de ACT, dont parlait Gabriel. Des travaux que j'ai réalisés donc avec deux collègues, Kim Sawchuk, de l'Université Concordia, et Fanny Valois-Nadeau, qui est au CELAC à l'UQAM. Et ce sont des travaux qui ont toujours porté sur justement les activités musicales par les personnes âgées. Ce qui m'intéresse particulièrement en les mettant en commun, c'est ici de voir comment ils nous permettent d'interroger les présences publiques du vieillissement et tout particulièrement comment ça s'actualise dans des pratiques culturelles et là, en l'occurrence, tout particulièrement des pratiques musicales. Je vais esquisser très brièvement les prémices du questionnement qui m'anime avant donc de vous présenter 3 événements qui mettent en cause, en vedette, des personnes âgées actives musicalement et pour essayer d'en dégager avec et vraiment de vous proposer comme piste de réflexion quelques-uns des enjeux que ces mises en commun soulèvent. Donc, euh, d'abord, quelques éléments de contexte. Probablement que plusieurs d'entre vous sont très familiers avec cette politique du vieillissement, qui est la politique gouvernementale dont s'est doté le Québec à compter de 2012, très largement inspirée de l'Organisation mondiale de la santé, qui déjà au tournant du 21e siècle nous proposait de penser comment vieillir, c'était quelque chose qui devait se faire en restant actif. Et là, comme la citation l'indique, en tentant d'optimiser les possibilités de santé, de participation, de sécurité pour accroître la qualité de vie pendant la vieillesse. La politique du Québec Vieillir et vivre ensemble, 2012, a donné lieu à un plan d'action en 2018, un plan d'action qui se proposait d'élaborer et de présenter des mesures concrètes pour, et là je le cite le plan d'action, participer dans sa communauté, vieillir en santé dans sa communauté et créer des environnements sains, sécuritaires et accueillants pour les aînés. Bien entendu, c'était avant la COVID, c'était avant la pandémie, c'était avant les effets désastreux de la pandémie sur ô combien de personnes âgées et de personnes vieillissantes en général. J'espère qu'on aura et qu'on le fera revoir cette politique et ces plans d'action pour essayer de la transformer de manière appropriée. Mais je vous recule, je vous amène avant la pandémie et j'essaie de penser avec vous comment, même avant la pandémie, beaucoup de chercheurs, et particulièrement des gérontologues sociaux et gérontologues critiques, avaient posé des questions sur la pertinence de ce vieillissement actif. Non pas qu'il ne s'agit pas d'une politique louable quant à ses objectifs, mais bien d'essayer de comprendre comment, malgré ces objectifs louables, ces effets avaient des tendances à contraindre, à limiter ce que pouvait vouloir dire bien vieillir et proposait des normativités particulières, donc des façons de mobiliser et de moduler les bonnes façons de vieillir. Émilie Raymond et ses collègues avaient déjà pointé l'importance de remettre en question l'accueil trop bienveillant qu'on fait de la participation constante, nous disant et nous rappelant comment participer, c'est pas donné à tout le monde. On n'a pas tout le monde les mêmes conditions de participation et plusieurs personnes, soit malades, soit avec des incapacités, soit dans des conditions matérielles qui ne permettent pas, ne répondent pas aux enjeux de cette participation. D'autres se sont intéressés à montrer comment ce qu'on nous proposait, c'était des styles de vie occupés. Soyons et restons occupés. Et pour reprendre les termes d'une participante à l'une de nos recherches, qui pour moi m'a vraiment posé la question de ça d'une manière impeccable, elle nous a demandé, est-ce que me bercer, prendre une sieste, est-ce que ce sont des activités jugées pertinentes? Je vous laisse là-dessus. Troisième élément qui est important pour voir un peu les balises avec lesquelles les effets du vieillissement actif sont à prendre en compte, c'était cette idée que dans le contexte du néolibéralisme dans lequel nous baignons, le vieillissement actif faisait de nous les responsables de notre bien vieillir, faisait de chacun et chacune d'entre nous le fait de personnes qui devront avoir les ressources, les habiletés, les conditions pour prendre soin de soi, et ce, bien sûr, excluant toutes les personnes qui n'auraient pas fait les bons choix de vie au bon moment et qui donc ne vieilliraient pas de manière pertinente. Bref, le vieillissement actif, même si c'est le discours largement répandu parmi nous, il n'est pas sans poser des questions, il n'est pas sans nous interroger sur le bon vieillir. C'est dans ce contexte-là
que je m'intéresse donc au vieillir et au musiquer en public. Pourquoi ajouter en public? C'est que, comme plusieurs chercheurs l'ont montré, si on s'intéresse à comment on vieillit en public, c'est parce que ça pose des défis spécifiques. Pardon. Deux dimensions qui me semblent pertinentes pour réfléchir le vieillir en public. La première, c'est penser à public, et on va voir comment ça peut vouloir dire des choses différentes, mais penser à vieillir en public, c'est nécessairement avoir en tête le vieillissement comme quelque chose de pluriel. C'est penser à l'hétérogénéité vraiment très grande des expériences du vieillissement, des manières dont c'est incarné, comment on le vit dans nos corps, comment on ressent affectivement, au plan des émotions aussi, dans des contextes matériels de vie, dans des contextes sociaux spécifiques, et comment tout ça s'est modulé par le genre, la classe sociale, la sexualité, les incapacités, l'ethnicité, la langue et autres. Donc ça, c'est la première dimension. Il y a cette hétérogénéité. La seconde, c'est que cette hétérogénéité, elle ne relève pas uniquement de différences entre les personnes qui vieillissent. Elle relève des relations sociales d'âge. C'est ce que le concept de culture du vieillissement veut mettre de l'avant, au même titre que, par exemple, on a été habitué à penser pas juste à la masculinité puis à la féminité, mais au rapport de genre. Bien, au même titre, on ne pense pas juste aux écarts d'une personne à l'autre en termes d'âge, mais aux relations d'âge. Elles sont importantes pour penser le vieillir en public, d'autant que ces relations sociales d'âge sont le lieu de négociation constante des attentes et des normes sociales, culturelles, corporelles que ces relations sociales d'âge mettent en évidence et impliquent. Donc, deux dimensions du vieillir en public qu'il s'agira de garder en tête. Pour moi, c'est ce qui anime une partie de ma réflexion. L'autre volet, c'est le musiquer en public. En musiquer, c'est pas juste un mauvais mot choisi comme ça. C'est emprunté à un musicologue et éducateur musical qui s'appelle Christopher Smart, qui a développé cette idée vraiment très influente depuis qu'il l'a fait à la fin des années 90, de penser que la musique, c'est pas un objet. La musique, c'est une action, c'est un acte. Et donc, il a transformé le nom musique en verbe, musiquer, en anglais, musicking. Musiquer, pour lui, c'est vraiment prendre part à une performance musicale, et ce, à quelque titre que ce soit. Ce qui peut inclure pratiquer, jouer d'un instrument, chanter, mais aussi accueillir les gens à une performance, nettoyer et serrer les instruments à la fin, danser, toute une tonne d'activités qui permettent de créer des liens dans le lieu où se déroule ce musiquer. Alors, je vais donc utiliser l'expression musiquer dans ce sens. Ce qui m'intéresse dans ce musiquer, c'est effectivement qu'est-ce qui se passe quand on musique. Qu'est-ce qui se passe quand on a ces moments où les gens participent de toutes sortes de manières à une performance musicale. J'attire votre attention sur le fait que ce qui m'intéresse, c'est lorsqu'on musique, non pas dans le cadre de pratiques d'intervention qui consistent à essayer d'avoir recours et exploiter au bon sens du terme les usages thérapeutiques de la musique pour des personnes spécifiques, mais bien comment, plus largement, ce qui se passe quand on musique, lorsque se créent ces liens de socialité, justement pour dire des liens qui nous relient les uns aux autres, les unes aux autres, ces liens qui peuvent souvent donner lieu à des formes de solidarité, même si elles sont des fois temporaires ou éphémères, et à développer un sens de la communauté, encore là, pas nécessairement de manière déterminante à jamais. J'insiste sur le fait que même si musiquer est souvent le lieu de développement de formes de socialité, de solidarité dites positives, elles peuvent aussi, ces actes-là, ces actions-là, pardon, être source de violence et d'exclusion. Même si ce dont je vais vous parler, c'est pas ça, je ne veux pas vous proposer quelque chose où il s'agit juste de penser que musiquer, ça y est, c'est la façon de nécessairement produire quelque chose d'agréable pour tout le monde dans toutes les circonstances. C'est pas le cas. Mais par contre, ça veut insister sur la force générative de musiquer, ce que dans les termes de l'anthropologue Tia Denora, elle nous dit, elle, c'est une façon de comprendre comment la musique, c'est pas juste à propos de la vie, comme si on était capable de la séparer. Elle nous dit, la musique, ça forme la vie. Ça donne la texture à ce que c'est que vivre, ressentir et faire. Donc, ça contribue à donner des couleurs, des pourtours particulières à comment on vit
et donc aussi comment on vit. En mettant ça ensemble, ça donne les balises du questionnement qui me préoccupe. Je me demande donc, qu'est-ce que c'est musiquer en vieillissant et à l'inverse? Qu'est-ce que vieillir en musiquant? Je vais explorer ça brièvement avec vous aujourd'hui par 3 événements, un concours amateur de chant, un chœur en spectacle et une mobilisation éclair. Donc, je vous amène sur le premier de ces événements, Étoile des aînés. Étoile des aînés s'est inspiré du crochet Star Academy dans ses premières versions. Présentation devant les juges qui évaluent. En l'occurrence, Étoile des aînés se présente, et je cite leur manuel de leurs éléments de promotion, comme un concours qui célèbre le talent des aînés et leur permet de réaliser un rêve. Ça a été organisé par Chartwell, qui est le principal réseau de résidences privées pour personnes âgées au Canada. Ils ont organisé ce concours destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus, qui s'est présenté dans les 9 régions administratives du Québec. Entre 2009 et 2014, nous avons suivi ce concours sur 2 années. L'entreprise Chartwell a vraiment investi beaucoup de ressources financières, matérielles, techniques, humaines pour donner un certain prestige à ce concours, faire en sorte que ça prenait des allures sérieuses qui valaient la peine de pouvoir célébrer le talent des aînés. Ça se situait dans les résidences Chartwell, bien entendu, dans les salles à manger, voire les cafétérias, transformées, comme le montrent les images, en salles de spectacle pour l'occasion. Certes, Chartwell en a fait des outils de branding et de marketing, vous pouvez imaginer, c'était tout à fait ça, mais ça a été aussi des moments pour musiquer qui ont vraiment créé des liens particuliers. Je vous amène à Sorel, sur le bord de l'autoroute 20, dans une résidence où s'apprête à terminer sa performance M. Tanguay. M. Tanguay qui a présenté sa chanson en disant qu'il était là pour montrer à ses petits-enfants qu'est-ce que ça peut vouloir dire rêver. Vous excuserez la qualité de la vidéo, c'est une vidéo de recherche faite comme ça sur le terrain, mais je vous la laisse jouer en vous demandant de porter attention à la fin. Vous excuserez la fin abrupte de la vidéo. Je ne vais pas vous attirer votre attention sur sa grande finale que sur le fait qu'on entendait, je crois, assez bien la foule qui chante avec lui. Parce que Étoile des aînés, c'est beaucoup une façon de penser à des performances qui sont exécutées certes devant un auditoire, mais aussi avec l'auditoire, qui vraiment se mêlent à toutes sortes d'égards, chantent avec les concurrents, les jurys chantent avec les membres de l'auditoire en même temps, mais c'est aussi une performance qui s'est déroulée, comme il nous disait, entre nous, c'est-à-dire avec les membres de sa famille, vraiment la clé des membres de l'auditoire, les gens auxquels on veut s'adresser, les gens qui forment ce noyau avec lesquels on veut partager nos chansons. C'est effectivement au cours des 500 environ chansons qui ont été présentées sur 5 ans pendant Étoile des aînés. C'est beaucoup un répertoire composé de standards, comme là, M. Tanguay nous en a dépassé un, mais aussi des chansons de films,
des arias populaires, des chansons québécoises, américaines, italiennes, etc., mais très souvent des vieilles chansons. Et des vieilles chansons par lesquelles les gens qui les chantaient créaient des liens entre leur propre histoire de vie, leur propre trajectoire, et celle de différentes collectivités, et souvent ramenant ça en faisant des ponts avec l'histoire collective, pas que propre à la leur, mais à l'ensemble des communautés auxquelles ils participaient. Je vais vous amener cette fois-ci à Gatineau pour vous faire entendre un extrait de la manière dont une des participantes, Madame Lafortune, une de nos préférées, je dois avouer, a vraiment présenté aux autres cette trajectoire dans laquelle elle inscrit cette chanson qu'elle s'apprête à interpréter, mais aussi, vous allez voir, comment elle le place avec de telle manière à faire des liens entre les mouvements de sécularisation au Québec, l'histoire religieuse au Québec, et vous allez voir comment les gens vont réagir à cette présentation. Mais si vous avez vu la mélodie du bonheur, version française du film The Sound of Music, vous vous rendez vite compte que j'ai pas le gabarit de Peggy Wood. J'ai fait une erreur quand je l'ai donné à Cité Jardin, c'est pas Nathalie, c'est Peggy Wood qui interprète et qui est la révérende mère du monastère de Salzbourg. J'ai probablement pas sa voix non plus. Par contre, je tenais à garder cette chanson-là parce que c'est les mots de cette chanson-là qui m'ont aidé en 1965. J'étais religieuse à cette époque-là et je doutais. Ça faisait 10 ans, quand même. Et ce sont ces mots-là, tout ce qu'on dit, les plaines, les montagnes, tout ça, pour moi, ça m'a aidé à réfléchir, comme la mère supérieure disait, voir clair en moi. Ça m'a pris 4 ans et en 69, j'ai quitté la communauté. Et depuis, ma vie, c'est un conte de fées. Alors j'espère que ce chant va vous aider, nous tous, à poursuivre notre rêve. Désolée de la couper ainsi. Madame Lafortune nous donne une excellente présentation, croyez-moi. Dans la manière dont, effectivement, Étoile des aînés nous organise, c'est vraiment nous présenter des gens qui musiquent, même s'ils vieillissent. Et c'est donc de dire qu'on s'étonne qu'ils chantent comme ça à leur âge, mais très porté, très axé sur le terme qui a été utilisé par Chartwell, mais qu'on reprit constamment les concurrents, les concurrentes, c'est le rêve. Se musiquer, c'est vraiment, ça crée des liens à travers le rêve. Mais pas le rêve juste comme quelque chose qui est dans nos têtes, le rêve qui se matérialise dans le partage des musiques qu'on a aimées et qu'on aime encore. Et c'est dans ce partage que se créent ces liens. À qui on offre la chanson, à qui on s'adresse, à qui la chanson est dédiée, avec qui on la partage, devant qui on la partage, avec laquelle on les chante. C'est aussi une manière de montrer comment ce rêve, c'est vraiment un triomphe. C'est le triomphe de tous les jours, de la vie de tous les jours, quand on s'auto-transforme comme personne aînée qui vieillit et qui vit ces transformations-là, mais vraiment un triomphe qui n'est pas juste dans le succès qu'on remporte en chantant, mais même lorsque la chanson était plus ou moins bien interprétée ou que les difficultés étaient plus réelles, on soulignait la patience, la détermination, le courage de continuer à vivre de manière à vraiment penser toujours au présent et au futur. Donc, le rêve est chanté et musiqué, même si on vieillit. Deuxième événement. On change de registre, on s'en va dans un chœur de chant qui a été inspiré par le visionnement d'un documentaire qui s'appelle Young at Heart, qui a été visionné donc par Michel Leroux au Québec et qui a eu l'idée de créer l'équivalent au Québec.
c'est-à-dire un chœur composé en l'occurrence d'entre à peu près 20 personnes âgées d'entre 70 et 85 ans qui vont jouer en présence d'un orchestre sous la direction d'une jeune directrice musicale, en l'occurrence Marilyn Cosino, et une metteur en scène vraiment de renom. Cette metteur en scène de renom, elle a pu être attirée dans le projet, entre autres, parce qu'il est produit par Audiogramme. Audiogramme, qui est l'une des principales maisons de disques et maisons de production musicale au Québec, qui a non seulement pris en charge les finances du projet, mais aussi la publicité, la promotion. On a installé ce spectacle de jeunes de chœur dans des salles de prestige, la Place des Arts, le Théâtre Outremont, où j'ai vu dans les deux cas la performance. Comment se présentent-ils? Je vous cite leur promotion. Ils ont 72, 74 ou même 82 ans. Ils ont des vies bien remplies à raconter. Jeunes de chœur, c'est un mouvement qui aide à contrer l'isolement des personnes âgées et qui souhaite véhiculer une image positive des aînés. Si vous voyez les petits liens avec la politique sur le vieillissement actif, c'est pas un hasard. Il termine en disant « Une chorale de petits vieux, attendez voir ». Un extrait donc du vidéo promotionnel réalisé par Audiogramme. Meilleure qualité de vidéo. Mais jamais tu n'y comprends rien. Ô somme, si mon âme oublie ton âme et que mes yeux oublient tes yeux, ce sera le fruit de la démence et non la violence d'un aveu. Alors avant que de ces jours la folie, je t'aime. Jeunes de chœur, c'est un chœur qui nous présente un spectacle de facture professionnelle. Vous l'avez vu par les éclairages, par les chorégraphies. C'est aussi un spectacle de facture professionnelle qui met en scène des amateurs, mais qui ont été triés, qui ont vraiment été choisis suite à des auditions. Et l'une des choses que le spectacle fait, c'est de mettre en évidence, et tout en les contenant, les fragilités, les vulnérabilités de certaines de ces personnes qui, dans leur façon de musiquer, partagent avec d'autres, formant le chœur, des situations semblables et vraiment des émotions semblables. C'est un spectacle conçu pour une auditoire. Et c'est, comme ils nous le présentaient, devant nous. Ils sont devant nous, mais devant nous, un public, un auditoire qu'il s'agit d'éduquer. Éduquer à quoi? À justement redécouvrir autrement les personnes âgées. C'est un auditoire qu'on tente d'éduquer par le biais d'interprétations de chansons d'aujourd'hui, qui sont dans l'air du temps, qui sont des chansons d'auteurs, compositeurs, interprètes, dont on reprend le travail, mais cette fois-là, incarné par des personnes plus âgées. Et le fait d'utiliser ces chansons-là, comme le dit la directrice de chorale, pourquoi on veut faire ça? C'est qu'on veut montrer que nos aînés, ils ont encore le droit de parole. Ils ont encore quelque chose à dire. En leur faisant chanter les chansons actuelles, jeunes, bien là, tout le message prend son sens
parce qu'ils disent des choses que nous, comme jeunes, dit Mme Cousineau, on dirait. Alors là, on les écoute. Et donc, on va mettre l'accent sur des types de chansons qui sont vraiment portés par des textes largement, et ces textes, souvent, vont créer des effets différents dans l'auditoire, et pour le voir et l'avoir assisté, ça fait chez ces gens-là qui assistent, ça fait chez nous une réaction différente lorsque ce sont des personnes plus âgées qui interprètent. Un court extrait pour illustrer ça. Les paroles des chansons, celles qu'on chantait à deux, le chemin de ta maison, comment on se maquille les yeux, la fête de tes enfants, mais oublie pas mon nom. Je m'excuse de l'interrompre, c'est une très, très belle performance, mais voilà. Ce qu'elle peut permettre de vous montrer, c'est aussi comment donc, là, en l'occurrence, les paroles de cette chanson Ficelle, qui est vraiment à propos de l'Alzheimer, se retrouvent reprises en compte, totalement redéployées dans ses effets, lorsqu'effectivement, c'est interprété par une personne plus âgée. Du moins, c'est l'effet qu'on cherche à créer auprès de l'auditoire. Ici, en quelque sorte, musiquer, c'est vraiment pour ne pas vieillir. Si vieillir veut dire perdre sa pertinence sociale, être invisibilisé, ne plus avoir droit au chapitre, ne plus être entendu ou écouté. Quelque part, le cœur de l'événement tourne autour des enjeux de pertinence, des manières dont effectivement vieillir peut encore vouloir dire, par le biais de la musique, montrer que les personnes âgées sont des ressources et une richesse pour la société, et qu'en même temps, utiliser ces musiques jeunes, c'est vraiment une manière de vieillir sans devenir vieux. Aging without getting old, nous disent nos collègues anglophones. Vieillir sans devenir vieux, parce que devenir vieux, ça serait atteindre ce que maintenant on décrit plus comme ce quatrième âge, cette espèce de zone dans notre imaginaire où on a l'impression que le vieillissement, et là, c'est l'ordre de l'abject. C'est totalement dépendant, pas d'autonomie, pas capable de se faire entendre, absolument invisible. Donc, jeune de cœur, musiquer pour ne pas vieillir. Dernier événement, un flash mob à la Plaza avec Simeon. Cet événement-là, il est organisé, entre autres, par 2 groupes communautaires formés de personnes âgées, dont RECA. RECA, c'est le regroupement ethnoculturel contre l'abus des aînés, qui est un des partenaires de recherche communautaire de ACT, donc avec lequel on a fait plein de projets, plein de magnifiques projets. Le groupe est composé de Montréalais et de Montréalaises âgés d'entre à peu près 65 et 90 ans, ça varie, et ses membres ont opté pour la réalisation de CNET, de théâtre interactif, sans parole, qui présente dans différents groupes et communautés dites ethnoculturelles, c'est leur terme, pour essayer de les sensibiliser à l'importance de l'abus contre les aînés, et s'inspire par là du théâtre de l'opprimé d'Augusto Boal. Au fil des ans, RECA a développé toute une variété d'activités, dont plusieurs sont centrées alentour de la Journée internationale de sensibilisation aux abus envers les aînés, maintenant ce qu'on appelle aussi la maltraitance. Et autour de cette journée-là, donc, plusieurs activités se déroulent. En 2014, voici ce qui était l'un des éléments qui a permis de sensibiliser aux activités de cette journée.
Désolée encore là de vous couper le spectacle qui était vraiment absolument agréable. Vous remarquerez que la chanson choisit The Walker, qui est aussi le terme pour une marchette, voire un déambulateur. Ils la transforment encore là. Et ils ont fait une chorégraphie qui était adaptée, qui ne se voulait absolument pas une espèce de série de petits vieux dansant de Macarena. C'est à peu près l'expression qu'ils ont utilisée pour dire non, on va faire autre chose que ça. Quelque part dans cette façon d'utiliser le Walker, vraiment, on voit là un événement qui se veut un happening. Et c'est un happening qui se fait devant le public qui là devient auditoire. C'est le public qui fait ses courses, c'est le public qui déambule, qui là soudainement devient auditoire avec justement l'événement de ce flash mob. Mais c'est aussi une façon pour Reka et ses collaborateurs et collaboratrices de se situer au milieu de l'auditoire, mais en tant que le monde ordinaire. On fait un événement dans le monde dans lequel on est et c'est là qu'on le situe. En musique, en utilisant donc la musique, le faire musique, comme un médium, comme une forme de création collective et d'amplification. D'amplification de l'action des deux groupes, tout particulièrement de l'action de Reka, mais aussi l'amplification du message. Et c'est comme ça aussi que d'autres projets musicaux vont être mis de l'avant par Reka, qui va utiliser encore là la musique pour amplifier ses messages. Le court extrait que je vais vous montrer d'un autre projet la même année, alors que Reka a souhaité et insisté pour présenter sa proposition contre la loi 60, Charte des valeurs, vous vous rappellerez, et qui là va faire appel au slam, ou si vous préférez à du spoken word, de la poésie orale, marquée par des performances de textes à voix haute accompagnées de musique. We come as citizens and elders concerned about the discrimination brought by Bill 60. We worry about our children, their futures and well-being. We are against the bill. Under Bill 60. Encore là, je vous le coupe beaucoup trop court, mais ça vous donne une idée. Quelque part, musiquer, dans le cas de Reka et de ses différents projets musicaux, qui ne sont pas les seuls qui le font par ailleurs, c'est vraiment musiquer comme et parce qu'on vit. C'est vraiment au fur et à mesure de pouvoir le poser dans un contexte où ce qui importe, c'est l'à-propos. C'est être en prise avec ce qui se passe dans le moment, être vraiment à la fine pointe de ce qui se passe et vouloir intervenir, laisser passer la perspective des personnes âgées sur le monde. Les projets musicaux troublent les frontières, pas juste entre jeunes et vieux, mais entre nous et eux et elles. C'est qui ça, le eux qui ne serait pas nous et vice-versa. C'est aussi une façon de vraiment négocier les contingences de l'âge et du vieillissement dans ce qu'ils ont vraiment diversifié. Et c'est pas pour rien que la mobilisation est claire, le flash mob, vous avez vu, il met en cause des personnes avec des capacités différentes, des corps différents, des mobilités différentes, des couleurs de peau différentes. Et donc, cette diversité-là est vraiment au cœur du musiqué, comme et parce qu'on vieillit. Je vous ai présenté 3 événements, très, très rapidement, mais 3 événements qui sont bien différents, mais qui en même temps sont co-présents, c'est-à-dire qui nous montrent des visages, des facettes de qu'est-ce que c'est que musiquer en public, vieillir en public. Mais justement, quel vieillissement est-ce que ça performe? C'est-à-dire, quel vieillissement ça nous propose tel qu'ils tiennent compte et négocient chacun à leur manière les normes et les attentes publiques en matière de vieillissement et d'être sur la place publique devant et avec d'autres. Je vous laisse avec quelques idées qui sont celles avec lesquelles je travaille en ce moment, qui est d'essayer de penser à comment, dans le fond, quand on les regarde ensemble, on se dit, ben, le vieillissement, c'est entre autres vu, et là je pense à Étoile des aînés, comme une étape dans un parcours de vie, et une étape qui est marquée par la transmission, par l'idée d'assurer une continuité, offrir un héritage à ceux et celles qui vont nous suivre. C'est une étape de vie individuelle, mais vécue très largement à l'intérieur d'une famille. La famille est centrale dans cette façon de rendre public le vieillissement, mais familles qui sont aussi au sein de collectivités nationales qui relient ces différentes familles entre elles dans les idées de transmission. D'où passer certains types de chansons d'une génération à l'autre pour garder le rêve vivant, comme on a vu. Jeunes de cœur nous propose plutôt et performe un vieillissement qui a l'air d'une épreuve. Et pas une épreuve juste parce que c'est douloureux, mais une épreuve parce qu'il s'agit de mettre à l'épreuve, de tester. Et là, l'épreuve consiste à rester visible, rester pertinent, continuer à avoir son mot à dire, avoir droit au chapitre. Et ce qui est en cause, c'est l'endurance.
Non pas l'endurance, là, au sens physique, mais l'endurance au sens de tout ce qu'on peut faire pour continuer à faire que ce qui est important avant puisse continuer de l'être encore et encore. Vieillir, c'est vraiment un enjeu de place, du rôle qu'on a à jouer comme ressource qui est encore valide. Et tout ce vocabulaire et toute cette façon dont les gens ont repris constamment le fait d'être encore pertinent, encore avoir quelque chose à dire et très présent, tel que ça se vit, là, ce vieillissement, dans un rapport jeune, moins jeune, pas vieux, jeune, moins jeune, au sein de générations différentes dont on espère, entre lesquelles on espère créer des ponts. Enfin, chez Raka et d'autres groupes, on voit là plutôt le vieillissement comme il est performé comme un périple. Un périple, c'est quoi? C'est non seulement un parcours, mais c'est un parcours dont on ne connaît pas nécessairement à l'avance la direction. Il suit certains aléas de la vie, il suit, oups, il se passe quelque chose, il y a des allers-retours, il y a des remises en question, des choses comme ça, mais toujours guidé par ce qui se passe, par la conjoncture, par le moment présent. C'est vraiment un vieillissement, un périple qui est fait d'engagement, engagement qui fait du vieillissement une responsabilité. Une responsabilité, mais aussi un lieu d'apprentissage partagé. Et là, il met en cause des citoyens qui œuvrent et sont membres et agissent au sein de leur communauté. 3 façons différentes, 3 séries d'enjeux qui montrent, je pense, la complexité des différentes manières de musiquer et vieillir en public. En tout cas, moi, ça me donne matière beaucoup à réfléchir, beaucoup de matière à réflexion. J'espère que ça animera certaines des vôtres. Merci.